suite, on va démarrer avec quelque chose d'assez symbolique, un rappel autour de l'HPN et de l'aplasie médulaire. Qu'est-ce que c'est? Et j'invite pour ce faire le docteur Sicre de Fontbrunn à venir à mes côtés. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Oula. Oups. Merci de m'avoir invité. Donc pour commencer cette journée, parce qu'il est tôt et que vous êtes encore réveillés et alertes, on va parler un peu de physiopathologie de l'aplasie médulaire et de l'HPN. Donc je vais essayer d'être assez claire et de donner surtout les grands messages. Mais il y avait beaucoup de questions sur la physiopathie de l'aplasie et de l'HPN. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ça. Donc ça, c'est tous mes conflits d'intérêts. Donc, les aplasies médulaires, on va parler surtout d'aplasies médulaires acquises aujourd'hui, mais vous voyez que globalement, toutes les aplasies médulaires ont un point commun, c'est d'être liées à une raréfaction du pool de cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques, c'est les cellules qui permettent de produire des milliards de globules blancs, globules rouges, plaquettes, tous les jours, toute la vie, sans interruption. Et quand ce pool de cellules souches hématopoïétiques se raréfie, eh ben, la moelle n'en produit plus et on a une aplasie médulaire. Donc, c'est des maladies qui sont globalement rares. On dit que l'incidence est entre 1,5 et 2,3 par million d'habitants. En réalité, ces données sont assez peu précises et c'est probablement un peu plus fréquent. Il y a globalement 2 pics d'incidence, un chez l'adolescent et le jeune adulte et un beaucoup plus tard dans la vie, avec peut-être des mécanismes un peu différents à ces 2 moments de la vie. Donc, il y a les aplasies médulaires constitutionnelles, génétiques, dont on ne va pas parler aujourd'hui, globalement, mais qui sont liées, elles, à des anomalies génétiques qui vont induire un déficit intrinsèque des cellules souches qui vont faire qu'elles vont mourir trop vite, globalement. Parmi ces maladies, les plus fréquentes sont la maladie de Fanconi et les maladies des télomères. Et globalement, ces maladies touchent plutôt les enfants et les jeunes adultes, même si on sait qu'on peut les diagnostiquer à tous les âges de la vie. Et c'est plutôt des aplasies médulaires modérées que sévères ou très sévères. Si on s'intéresse aux aplasies acquises, donc qui surviennent chez quelqu'un qui n'a pas de maladie génétique, globalement, elles ont à peu près tout le même mécanisme de survenue, à l'exception des aplasies qu'on dit toxiques ou immunoallergiques, c'est-à-dire des réactions à des médicaments, mais qui sont exceptionnelles. Donc globalement, toutes les aplasies médulaires acquises sont des maladies immunologiques, et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. On distingue les aplasies associées à un clone HPN, les aplasies post-hépatitiques quand elles suivent un épisode d'hépatite, donc de jaunisse, et des maladies associées à des maladies auto-immunes ou qu'on diagnostique au cours de la grossesse. Mais globalement, c'est toutes des maladies immunologiques de même mécanisme. Alors ça, c'est très compliqué, mais on va essayer de faire simple. Globalement, depuis les années 80, on sait que dans la moelle des patients qui ont une aplasie médulaire, on met en évidence des lymphocytes T, des lymphocytes qui sont normalement censés nous défendre, en particulier contre les virus, et détruire les cellules infectées par ces virus, en quantité anormalement importantes, qui sont très activées, donc qui traduit une réaction du système immunitaire, et que ça, on ne trouve pas dans les autres types d'insuffisance médulaire, c'est vraiment spécifique des aplasies médulaires acquises. On sait que ces lymphocytes T, quand on les étudie au laboratoire, ils sont capables de bloquer la prolifération et la maturation des cellules souches hématopoïétiques en induisant, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, leur mort in vitro quand on regarde dans un tube à essai. Plus récemment, on a mis en évidence des choses assez intéressantes, et notamment que quand on regarde les gens qui ont une aplasie médulaire acquise, ces personnes, elles ont des allèles HLA plus fréquents, enfin, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas les mêmes, et on les retrouve à une fréquence beaucoup plus importante que le reste dans la population. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super intéressant, mais quel intérêt? Ben, le HLA, c'est les molécules qui présentent les antigènes aux lymphocytes T. Ce qui veut dire que ces personnes ont probablement, même si ça ne suffit pas, une petite, entre guillemets, prédisposition, vont plus facilement faire une aplasie médulaire que les autres. Ce qu'on a aussi mis en évidence, c'est que chez ces personnes, on va trouver des globules blancs qui ont perdu l'expression de ces molécules du HLA. Là encore, ce n'est pas génétique, c'est acquis, et probablement que le fait que les cellules qui dérivent des cellules souches perdent l'expression des molécules du HLA, donc sont plus capables d'être reconnues par les lymphocytes T, c'est un mécanisme d'échappement de la moelle
à cette réaction anormale du système immunitaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça corrobore, entre guillemets, tout ce qu'on sait sur cette maladie, c'est-à-dire que c'est une réaction dysimmunitaire, une réaction anormale du système immunitaire contre la moelle osseuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait aussi depuis longtemps parce qu'on a compris que les patients répondaient au traitement immunosuppresseur. Donc c'est un argument fort aussi pour le fait que c'est une maladie immunologique. Alors ça ne nous dit pas pourquoi, mais ça nous dit comment. Et en médecine et en sciences, le pourquoi n'est pas très intéressant, le plus important c'est le comment, parce que c'est ça qui permet de trouver des solutions aux maladies. Le lien entre l'achplasie et l'HPN, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que l'HPN, qui est une maladie encore plus rare que l'aplasie médulaire, quand on regarde les patients qui ont une aplasie, ça devient très fréquent. Et donc ça, en général, c'est pas un hasard. Quand vous avez deux maladies rares et qu'elles cohabitent très souvent, c'est pas un hasard. Si on regarde les patients qui ont une aplasie médulaire, si on leur fait une recherche de clone HPN avec une technique très sensible au moment du diagnostic, il y a quasiment 50% des patients qui ont un clone HPN, parfois tout petit, mais qui en ont un. Et chez les patients qui ont une HPN, il y en a à peu près 20% qui vont développer une vraie maladie de type aplasie qui va nécessiter un traitement. Et puis inversement, chez les patients qui ont une aplasie médulaire, il y en a 25 à 30% qui vont développer une HPN qui nécessitera un traitement. Et tout ça, ça fait que depuis très longtemps, on pense que ces deux maladies sont extrêmement fortement liées. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue physiopathologique, c'est-à-dire mécanisme de survenue de ces maladies? Depuis les années 80, on sait que les cellules HPN, dont on sait depuis le début du XXe siècle qu'elles sont hypersensibles aux compléments, et c'est pour ça que les globules rouges sont détruits, on sait que cette hypersensibilité, elle est liée à une mutation d'un gène qui s'appelle PIGA, mais qui est une mutation acquise. Elle ne se transmet pas, elle survient dans une cellule souche hématopoïétique qui va faire qu'on va perdre l'expression d'un certain nombre de molécules et que ça induit cette hypersensibilité aux compléments. On sait que quand on regarde la moelle de ces patients, on retrouve à peu près les mêmes choses que dans l'aplasie médulaire, c'est-à-dire des lymphocytes T trop actifs, globalement. Et on sait que quand on n'a pas d'aplasie médulaire, chez les sujets qu'on dit sains, même si c'est pas très sympa comme expression, on ne trouve jamais de façon stable de clone HPN. Donc il y a vraiment un lien très fort entre ces deux pathologies. Et globalement, ce qu'on pense depuis quand même déjà un certain nombre d'années, c'est que dans le contexte particulier de l'aplasie médulaire, où vous savez, ces petits lymphocytes T ici en bleu, qui sont responsables d'un blocage de la croissance et de la maturation des cellules souches hématopoïétiques et donc de la production de cellules matures, le fait que cette mutation PIGA survienne, ça permet l'expansion de ces cellules HPN ça favorise par rapport aux cellules qui sont bloquées. Ces cellules, entre guillemets, elles arrivent à s'expandre malgré la présence des lymphocytes, ce qui explique qu'elles vont petit à petit prendre toute la place et être responsables des manifestations qu'on connaît dans l'HPN. Et ce qu'on connaît depuis beaucoup moins longtemps, ce qu'on a mis en évidence depuis beaucoup moins longtemps, c'est que probablement ces cellules, dont je vous parlais tout à l'heure, qui elles ont perdu l'expression des molécules HLA à leur surface, et c'est la même chose. Probablement que c'est un autre mécanisme d'échappement à cette réponse immunitaire anormale qui permet aux cellules de survivre alors que les cellules qui, on va dire, normales, elles, n'arrivent pas à survivre, meurent et sont à l'origine, et c'est cette mort qui est à l'origine de l'aplasie. Quelles sont les conséquences au long cours de cette perte d'expression, parce qu'il n'y a pas de conséquences visibles comme l'HPN, où il y a l'hémolyse, les thromboses, tout ça. À l'heure actuelle, on ne le sait pas encore, et il va falloir des études beaucoup plus longues, sur du beaucoup plus long terme, pour comprendre ce que ça apporte au système pour favoriser, pour permettre, entre guillemets, leur expansion, et ce que, sur le long terme, ça entraîne comme conséquence. Et je vais m'arrêter là. J'espère que c'est clair. Et bon, mais on aura le temps d'en reparler pendant la journée. Donc, globalement, c'est vraiment une question qu'on a souvent. Pourquoi l'aplasie? Pourquoi l'HPN? Alors, pourquoi? On n'aura jamais la réponse à cette question. Il y a probablement des facteurs favorisants. Non, on n'aura jamais, Régis, tu rêves. Pourquoi une personne développe une HPN? Parce qu'on sait que je vous ai dit qu'il y avait certains
gène du HLA qui probablement était favorisait, mais on sait que dans une même famille, il y a des gens qui partagent les mêmes gènes et ils ne font pas tous une aplasie. Donc ça ne suffit pas à expliquer, mais probablement qu'il y a on va dire, la conjonction de facteurs favorisants avec des événements aléatoires qui font qu'une personne va ou ne va pas développer de la même façon qu'il y a une personne qui a une aplasie qui va développer un HPN et d'autres non. Donc il y a des choses donc tout ça c'est des mécanismes, mais globalement le message c'est une maladie immunologique qui est liée à un blocage par les lymphocytes de la maturation des cellules souches qui est responsable des cytopénies et que c'est dans ce contexte que l'HPN, qui elle est moins sensible à ce blocage, peut s'expandre et va être responsable d'une maladie. Alors pourquoi ces cellules sont moins sensibles, on ne le sait pas exactement non plus. Mais en tout cas, c'est une réalité et ça nous permet de mieux comprendre cette maladie et puis à terme d'essayer de trouver des nouveaux traitements pour traiter les patients, que ce soit dans l'aplasie ou l'HPN. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce micro-là est ouvert. Oui. Juste avant de redescendre et pendant que le professeur Peffot de la Tour et Thomas me rejoignent. Vous avez déjà scène, des questions, c'est ça? Une question. En fait, c'est comme ça, je meuble en même temps le temps qu'ils viennent. Une question. Vous avez dit que dans 50% des aplasies médulaires, on pouvait retrouver un clone HPN au moment du diagnostic. Est-ce que la recherche est faite systématiquement? Alors, en théorie, ça fait partie des recommandations. En théorie. Oui, oui. Donc après, si c'est pas fait, malheureusement c'est pas fait, mais normalement, oui, c'est fait systématiquement. D'accord. Merci beaucoup.